Donc, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce live sur Pharmacy Lounge. Alors pour rappel, vous avez la possibilité de poursuivre la discussion directement sur la plateforme si vous êtes pharmacien. En plus, c'est gratuit et sécurisé. Et pendant ce live, vous pouvez également poser toutes vos questions directement sur le chat à votre disposition. Devenir titulaire, chef de service ou gérant, un moment clé à anticiper, voilà notre sujet pour cet épisode du jour. Pour nous aider à répondre aux questions que les pharmaciens peuvent se poser sur ce sujet, je suis bien évidemment accompagné de Sandrine Fabre-Rubelstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et bien sûr, Fabrice Arnaud, CEO de Pharmacy Lounge, nous accompagne également pour ce live et sera chargé de nous transmettre les questions du chat. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain, ravi de vous accueillir au sein de Pharmacy Lounge, ravi d'accueillir une nouvelle fois Sandrine pour présenter cette partie très importante pour les pharmaciens titulaires et les gérants de PUI. Ravi aussi d'accueillir Romain Lecrane pour cette interview. Je voulais juste vous dire un tout petit mot sur Pharmacy Lounge en préambule. Vous rappelez que Pharmacy Lounge, c'est effectivement des webinaires, vous pouvez les consulter et qui sont diffusés régulièrement, et vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube, mais c'est aussi un réseau digital professionnel qui rassemble tout le corps pharmaceutique et comme vous l'a dit Romain, c'est sécurisé, c'est confidentiel, donc vous allez pouvoir vous exprimer en toute sérénité au sein de Pharmacy Lounge plutôt que d'aller naviguer sur des réseaux tiers, généralistes, réseaux sociaux, qui eux ne sont pas. On a fait en sorte que ce soit simple, donc ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais cette confidentialité en plus. Cette session, vous l'aurez compris, elle est enregistrée. Voilà, il était important que je vous le signale. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Romain et à Sandrine pour cette interview. Et je vous retrouve pour les questions, bien évidemment, comme vous l'a dit Romain. À très bientôt sur Pharmacy Lounge. Merci Fabrice. Allez Sandrine, commençons par une première question. Pourquoi prendre des responsabilités est-elle source de stress ? Alors, juste avant, comment on est arrivé, nous, à traiter le sujet et pourquoi on était ravis que Pharmacy Lounge nous implique dedans, c'est qu'on a travaillé avec un groupement de pharmaciens, que je ne citerai pas, mais qui avait eu un cas de burn-out parmi ces pharmaciens. Et du coup, on a travaillé sur qu'est-ce qui fait épuisement, qu'est-ce qui peut être, à un moment donné, du parcours d'un pharmacien dangereux pour sa santé. Et du coup, on a vu évidemment qu'il y avait cette période-là où on prend des responsabilités, alors que ce soit chef de service, gérant ou titulaire. Et du coup, on a été observé, interviewé et on a travaillé, on a accompagné des gens qui passaient ce cap. Voilà, et donc d'où notre envie aussi de partager ce qu'on a observé et quelques idées, même si en une demi-heure, c'est un peu court. Alors, qu'est-ce qui fait source de stress? Pourquoi c'est source de stress? Alors, naturellement, vous allez solliciter des ressources qui sont partiellement inexploitées ou complètement inexploitées jusque-là. Vous sollicitez aussi dans ces passages importants la confiance en vous, en l'autre, en l'avenir, et qui, en face de l'inconnu, à un moment donné, peut être mise un peu à mal parce que vous ne connaissez pas la situation. Vous anticipez aussi les obstacles, donc ça c'est la peur de l'anticipation, donc du stress d'anticipation, inconnus dans leur nature, dans leur intensité, leur profondeur ou leur durée. Voilà, donc il y a déjà ça. Ensuite, c'est un peu plus subtil parce que ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Vous allez appuyer sur, pour faire court, ce qu'on appelle des drivers en psychologie, c'est-à-dire, je vais les dire lentement, donc peut-être que certains vont se reconnaître, soit fort, soit parfait, fais plaisir, fais effort, fais vite. C'est-à-dire que ces drivers qui ont constitué votre éducation, à un moment donné, peut-être qu'ils vont, comme un champignon sur la voiture, peut-être on va appuyer sur cette pédale-là. Voilà, donc ça va solliciter et ça va aussi faire source de stress. Vous pouvez aussi vous comparer. On peut avoir le syndrome de la comparaison ou syndrome moteur de la comparaison. Vous allez aussi être moins dans l'opérationnel, le concret, le tangible au quotidien, alors que les autres, oui, ils peuvent se rapprocher à quelque chose de visible. Vous allez avoir, pour certains, le syndrome de l'imposteur. Voilà.
Alors, bien sûr, vous n'aurez pas tout à la fois, quoique certains, on l'a vu, peuvent cumuler. Alors, du coup, effectivement, il y a quand même un enjeu à se préparer et peut-être pas toujours partir la fleur au fusil, cool, ou encore plus stressé par tout ce que je viens de vous énumérer. Et du coup, Sandrine, est-ce qu'il existe des profils qui sont plus adaptés à cette prise de responsabilité? Peut-être des gens qui savent un peu mieux gérer la pression? Alors, j'allais dire non, tout est question de proportion. Quand je vous ai parlé des drivers, en fait, on peut avoir, ça va peut-être vous parler, un capital hormonal de départ qui est plutôt plein de dopamine, de sérotonine, etc. Et tout pourrait aller bien, mais l'éducation, l'expérience, etc. va faire qu'au final, on n'est pas très armé face au stress et justement aux prises de responsabilité. À l'inverse, quelqu'un peut avoir un capital un peu sous-dimensionné par rapport à quelqu'un d'autre, mais l'expérience, ce qu'on va, l'attention que ses parents vont lui porter, enfin tout un tas de choses qui sont un peu parfois psychanalytiques, vont faire qu'à la fin, il va être mieux armé que son camarade d'à côté. Voilà, tout est question ensuite de proportion, c'est-à-dire que c'est sain d'avoir du stress parce que ça vous met en action. Par exemple, si vous voulez que tout soit parfait, c'est parfait, c'est super. Par contre, là, il y a à tenir compte on ne peut que s'en rapprocher de la perfection et faites de mieux que vous pouvez. Et vous voyez bien que c'est des constructions à déconstruire, justement, dans l'expérience éducation qu'on a eue. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à bien se connaître et à se préparer, voire à se reprogrammer. On y reviendra. Il y a aussi une question de proportion, c'est-à-dire si on arrive complètement impréparé, ça peut être compliqué. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de profil, mais il y a une question de préparation, de connaissance de soi. Et puis ensuite, dans tout ce que j'ai évoqué précédemment, le syndrome de l'imposteur, les drivers, tant que c'est fonctionnel, c'est-à-dire que vous restez en pensée claire, c'est-à-dire, oh là là, par exemple pour le syndrome de l'imposteur, ce qui peut arriver à notamment les femmes, je fais un peu de genre, mais ça peut être fonctionnel, ça veut dire, est-ce que j'ai vraiment les capacités, pourquoi moi, etc. Si ça me met en action pour me dire, OK, qu'est-ce qui me manque pour être prête? Qu'est-ce qui me manque pour donner confiance aux gens? Là, c'est OK. Tant qu'il n'y a pas de panique non plus, tant que ça n'inhibe pas l'action ou que ça ne transforme pas le stress en stress chronique, alors là, c'est bon. On peut dire qu'on a un profil adapté et pas suradapté à la situation et à l'enjeu. De même, si on nourrit bien ses besoins psychologiques, physiques, sociaux, et ça pas pour être performant, mais pour le plaisir de les satisfaire, alors on a un profil adapté, pas suradapté à l'enjeu. Par exemple, j'ai connu des pharmaciens et des pharmaciennes qui ont besoin de calme, prendre du recul, et donc qui s'organisent pour avoir des plages horaires, des moments pour eux, quitte à surinvestir. Je sais que c'est pas facile, notamment en termes de recrutement, mais à surinvestir un petit peu en termes de dimensionnement de l'équipe pour avoir ces plages-là, parce qu'ils en ont besoin. D'autres dans le moteur et d'être toujours en action pour se sentir vivant. En revanche, si on nourrit pas ses besoins, en fait, on va avoir un déséquilibre. Et donc, c'est pas une question de profil, c'est juste une question de est-ce que je suis bien équilibrée au moment où je vais prendre ces responsabilités et si possible un peu avant. C'est vraiment une question de connaissance de soi. Et du coup, une fois qu'on a la connaissance de soi, est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour se préparer à cette évolution de responsabilité? Oui, de toute façon, je peux que recommander d'anticiper, de se préparer. Alors, la connaissance de soi, c'est ses modes de fonctionnement, ses stresseurs, ses limites aussi, qu'on a pu expérimenter, ses ressources. Alors, très important, c'est réaction sous stress, de façon à détecter, parce que quelquefois, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est normal. Or là, c'est important de remarquer ce qui se passe quand on est sous stress et du coup, comment en sortir, c'est-à-dire se dire, ouh là là, là, je suis en train d'enclencher quelque chose, par exemple, dans une dynamique relationnelle avec un collaborateur, je suis en train d'enclencher quelque chose qui me met sous stress, qui me fait adopter des comportements qui stressent l'autre.
Et du coup, il y a une chaîne presque systémique qui risque d'être improductive, voire dysfonctionnelle. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de se préparer et de repérer ces réactions sous stress. Alors, on peut se préparer. Je parlais de reprogrammation. Là, ça va peut-être vous faire rire, mais si je prends par exemple un profil, pardon, quelqu'un qui aurait donc une propension à avoir des difficultés à dire non, à être assertive ou assertif. C'est sans doute parce qu'il a une croyance bien ancrée, voire une habitude, une expérience, que pour être apprécié et suivi, notamment en management, il faut faire plaisir. Mais du coup, ça imprime en général toute sa sphère, si vous voulez, de relations sociales, et dire non à la boulangère, je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont pu se reprogrammer comme ça. Dire non à la boulangère, c'est vraiment très compliqué, très difficile. Donc du coup, on va d'abord passer par des petits exercices comme ça dans la vie courante, où on va travailler sur qu'est-ce que je ressens face à la boulangère. Ça reste correct, je vous rassure, ce que je me dis, ce que je fais, et puis on invite la personne à changer quelque chose dans cette équation. Ça peut parfois vraiment être magique, bluffant. Si on a le temps, je vous raconterai une anecdote. Voilà. Et du coup, si vous voulez, pour synthétiser sur cette question, il y a vraiment 3 axes à travailler quand on prend des responsabilités, quel que soit le métier d'ailleurs. La gestion de soi, les émotions, nourrir ce besoin psychologique, le corps aussi, la chronobiologie, les équilibres de vie, l'alimentation, etc., sans devenir un ascète ou un stakhanoviste des bonnes règles. Il y a les compétences, les connaissances techniques, bien sûr. Je crois que c'est Amaury qui en parlait. Bon, tout ce qui peut être aussi social, juridique, financier, ça c'est important. Les savoir-être, donc comment je communique avec les autres, comment je les écoute, donc ça aussi, ça s'apprend. Donc ces 3 axes, en fait, on peut les travailler en amont et bien sûr pendant, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'à l'épreuve des faits, les travailler pendant et en amont. Et puis il y a un socle, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est les croyances et les représentations sur ce qu'est le management, ce qu'est la responsabilité, la prise de responsabilité, parce que ces croyances et ces représentations peuvent nous faire aller dans le mauvais sens. Je reprends un exemple là aussi. Un manager, si on a la croyance d'un manager doit être fort, je vais faire la caricature, mais on peut entendre ou ça peut tourner dans la tête du manager qui a cette croyance très ancrée à l'extrême. Plus plus je suis un excellent manager et les autres sont des bip, ils ne font pas le quart de ce que je fais et en plus ils sont fatigués, les bougres. Est-ce que je me plains, moi? Enfin, vous voyez, donc du coup, si on a cette croyance-là, on va peut-être pas se préparer en amont. On va peut-être avoir une méconnaissance de comment fonctionne l'autre et on va sûrement avoir des attitudes un peu figées et rigides parce qu'on se défend de la souplesse qu'on pourrait avoir, etc. Parce que là, on a une espèce de sécurité dans cette croyance. Voilà, donc il y a un enjeu de déconstruction tout en respectant l'écologie parce que c'est toujours, il y a toujours une base qui en fait est vraie, mais encore là c'est une question de proportion face aux enjeux. Si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'on a des questions, Fabrice, sur le chat ou des remarques? Ton micro, Fabrice. Excusez-moi. Je dis une question concernant la gestion des conflits. Comment on peut gérer ces situations-là avec les croyances dont vous parliez, Sandrine? Alors d'abord, c'est identifier les croyances. Par exemple, quelqu'un qui va être dans... alors, il y a des dispositifs et des inventaires de personnalité plus sophistiqués que ce que je vous dis là, mais quelqu'un qui, par exemple, serait animé et dont le moteur, et là encore, au départ, c'est une force, serait « est-ce que je suis digne de confiance ?»
voyez bien que si quelqu'un vient le voir et lui demande quelque chose, il va être poussé il peut être poussé à donner une réponse, quelle qu'elle soit, voire pas fausse, mais en état de stress intense, il peut être amené à ça. Et si la personne en face va être, comment dirais-je, pas être satisfaite, sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, etc., elle va entrer sous stress et ça va enclencher une dynamique négative. Donc du coup, le fait d'identifier ce sur quoi c'est important pour moi de me montrer en tant que responsable, d'identifier chez l'autre ce qui va le mettre sous stress, permet de se dire, de désensibiliser un peu, c'est-à-dire ce qu'attend de moi de l'autre, c'est peut-être soit comment dirais-je, où chercher, soit dire s'il y a un problème, je suis là, mais c'est pas forcément quelque chose qui va appuyer sur je dois absolument voir la réponse à tout prix. Voilà, donc là, il y a cette identification de ce qui va faire moteur chez moi et moteur chez l'autre. Et donc, ça veut dire que vous êtes au centre d'un système puisque vous êtes le responsable. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous avez les conflits entre les personnes. Et là, il y a un enjeu pour le responsable qui est d'ailleurs un petit peu le même que dans le premier cas, c'est-à-dire moi au centre et les autres avec qui j'interagis, c'est de passer en observation. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est touché chez l'autre, qu'est-ce qui est touché chez la personne qui est en face, de façon à pouvoir prendre du recul et de la hauteur pour aider les personnes à poser les choses. Qu'est-ce qui se passe, de quoi tu as besoin, voilà. Donc, si vous voulez, il y a cette conscience de je suis au centre, cette conscience de pour pouvoir sortir du conflit, il faut que je passe en observation et que je puisse poser les bases. Alors, avec des techniques de communication que j'ai pas le temps de développer, mais voilà. Donc ça, voilà sur les conflits. Et ce qui peut être à la base des conflits, c'est quand les besoins de l'un et de l'autre ne sont pas satisfaits. Je vais prendre un autre exemple. Vous avez des personnes pour qui ce qui est très important, c'est d'être reconnu en tant que personne, donc être apprécié pour ce qu'elles sont, pour le fait qu'elles s'habillent bien, pour le fait que, comment dirais-je, elles soient tout sourire, etc. Pour d'autres, ça va être la compétence pure et dure. Alors, vous voyez bien que quand ces deux personnes interagissent entre elles, il peut y avoir de la mécommunication. C'est-à-dire que l'un se fout complètement du fait que l'autre lui apporte un café tous les matins et l'autre est très attristé du fait qu'il n'y a aucune reconnaissance de ce geste qui est là pour contribuer au bien-être de l'équipe et du binôme. Voilà, donc ce que je voulais dire en synthèse, c'est que se connaître, bien observer les autres, être à l'écoute, permet aussi d'anticiper les situations qui vont pouvoir se produire parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc, il y a un enjeu de mettre en place les conditions que la communication entre les uns et les autres, et en particulier avec nous, fonctionne bien, pour pouvoir d'abord éviter le conflit et quand il arrive, pouvoir le gérer et l'apaiser. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne qui l'a posée. On a bien compris la problématique et ce que vous proposiez, Sandrine. Moi, maintenant, je voudrais bien qu'on aborde le sujet de l'installation dans ces nouvelles fonctions pour le pharmacien. On a parlé de stress, de manager ce stress, mais surtout, comment il doit éviter de transmettre ce stress à son équipe. Est-ce que ça aussi, c'est un moment important quand on devient titulaire ou gérant d'une pharmacie? Je vais employer une expression très triviale, c'est le poisson pourri par la tête, où on balaye à partir du haut des escaliers. Bon, je sais que je peux me permettre, mais vous m'avez autorisé à pire même. Voilà, donc en fait, on revient toujours à la même chose. Pour éviter de transmettre du stress, il y a soi-même
éviter d'entrer en stress, c'est pour ça qu'il faut bien se connaître, bien observer ce qui est important pour l'autre et comment il se comporte quand il est en zone de stress. Il faut savoir que du coup, quand il est en zone de stress, il n'est plus en pensée claire, 2, il n'est pas dans l'état, j'allais dire, normal qui fait qu'il va être efficace et qu'il va s'épanouir. Donc du coup, quand vous voyez une réaction et un comportement sous stress, votre enjeu majeur de responsable, c'est de permettre à la personne d'en sortir. Et quelquefois, ça peut être très agaçant parce que vous pouvez avoir des comportements sous stress qui consistent à dire à l'autre, donc vous voyez quelqu'un de vos collaborateurs qui dit ça à un autre qui a besoin de lui, par exemple un stagiaire, débrouille-toi. Alors, ça peut être un trait de caractère habituel, mais ça peut être aussi une réaction de stress. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, en situation de stress, va essayer de faire des blagues tout le temps, ou de, comment dirais-je, compter sur les autres. Et surtout, ne pas justement s'investir. C'est pas forcément que c'est un mauvais collaborateur, un mauvais bourg ou un irresponsable, c'est peut-être parce qu'il est sous stress. Qu'est-ce que je pourrais vous avez aussi le collaborateur pour qui j'en ai parlé tout à l'heure, être digne de confiance est très important. S'il n'est pas écouté, si on lui demande pas son avis, il peut rentrer dans un schéma de stress auto-généré, j'allais dire, et du coup partir en croisade vertueuse, c'est-à-dire en gros embêter tout le monde avec mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça, sinon l'ARS, sinon machin, on n'est plus pharmacien quand on fait des choses comme ça. Bon, ça peut être épouvantable dans une équipe, voilà, mais c'est sans doute parce que il est sous stress et donc là, pour poursuivre sur cet exemple, l'enjeu, il est de montrer que son avis compte, lui demander son avis, qu'est-ce que tu en penses, etc. Même si on ne le suit pas, mais là, expliquer pourquoi on ne le suit pas. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu sur ça, c'est-à-dire d'une part à ne pas transmettre son stress, et quand on voit que l'autre est stressé, ben finalement c'est bien dans son rôle que de faire en sorte qu'il sorte de ce stress et qu'il se sente bien et qu'il s'épanouisse. Voilà. Et ça fait une boucle rétroactive. Si vous avez des collaborateurs, évidemment, qui fonctionnent bien, avec qui la relation est fluide, l'équipe communique bien entre elles, et dans la résolution de problèmes, etc., bien évidemment, en plus, ça joue moins sur votre stress. Du coup, maintenant, Sandrine, je vous propose de faire un peu un focus sur l'officine et sur l'hospitalier. On va commencer par l'officine. Devenir titulaire impose un stress par rapport notamment à l'aspect financier engagé dans le projet. Comment le pharmacien titulaire, du coup, doit-il aborder cet aspect générateur de stress, l'aspect financier? Alors, il y a 2 axes là, technique évidemment, savoir lire un bilan, un compte de résultat, gérer la trésorerie. Le sujet n'est pas d'être un analyste financier ou un trésorier, il est de savoir, pour pas être justement dans le stress de l'inconnu et de je ne maîtrise pas. Et puis évidemment bien s'entourer. Donc peut-être 3 jours de compta, etc. C'est vraiment super important. Peut-être aussi d'aller voir des pairs qui ont traversé cette période et notamment comment ils l'ont traversé sur le plan du pilotage financier. Après, il y a un deuxième axe qui est toujours psychique, c'est notre rapport à l'argent. De notre rapport à l'argent dépend notre stress et inversement. Je reprends un exemple en essayant d'être pas trop longue parce que je vois que le temps court. Une personne dont le driver est fait fort ou qui a le syndrome d'imposteur pourrait estimer ne pas mériter ce qu'il gagne. Vous voyez, je caricature, et pouvoir en faire de plus en plus et du coup se stresser, être fatigué et avoir des comportements caricaturaux, par exemple, qui pourraient faire fuir l'argent, prendre des mauvaises décisions parce qu'il est sous stress. Il y a aussi un enjeu de se préparer à des aléas, des coups durs, mais aussi des bonnes surprises, si vous voulez. Voilà, donc là, il y a se préparer techniquement et psychiquement.
voilà, quitte là encore à parfois reprogrammer parce qu'il y a des stress qui sont, si vous voulez, sans faire de psychanalyse, mais par exemple, si on a un grand-père qui a fait un dépôt de bilan, on peut aller justement dans la loyauté et ne jamais entrer dans les scénarios d'échec pour ne pas gagner plus que lui ou à un moment donné, voilà, avoir des difficultés, ou au contraire, aller quand même dans une surenchère pour réparer un échec supposé de cette personne. Et du coup, vous y allez sur l'hospitalier. Oui, on va finir par l'hospitalier, Sandrine. À l'hôpital ou en clinique privée, la prise de nouvelles fonctions notamment s'accompagne en règle générale de nouvelles responsabilités qui sont parfois non pharmaceutiques. Alors, je peux prendre par exemple le management d'équipe qui est un grand classique. Comment réussir également ce basculement vers cette nouvelle approche du métier non pharmaceutique? Écoutez, devinez quoi? La connaissance de soi, la connaissance des autres et des dynamiques relationnelles. Il y a aussi une énorme part d'acceptation. Accepter déjà le droit à la différence. Pour l'autre, mais pour soi aussi. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas aussi performant que ce qu'on faisait avant. Accepter l'erreur pour soi et pour les autres. Aussi d'adopter donc d'autres modes de fonctionnement qu'on ne connaissait pas avant. De privilégier donc l'observation, les hypothèses sur ce qui se passe, et puis les valider auprès de l'autre, et surtout de ne pas interpréter. Vous voyez, il y a une acceptation, c'est je ne sais pas tout, je ne sais pas tout de ce qui se passe chez l'autre, et le management c'est ça, et je ne sais pas tout de ce qui le motive. C'est pas les mêmes choses que ce qui motive. Voilà. Accepter aussi qu'on peut développer les autres, mais pas les changer. En revanche, qu'on peut avoir un impact sur la situation et sur le comportement de l'autre, puisque de notre comportement, va y avoir une réaction en face qui peut être productive ou contre-productive. Et ça, comme c'est nous qui avons besoin que les autres fonctionnent bien, pour le coup, ça nous incombe que quand on passe en management, de savoir qu'on a une responsabilité, mais une possibilité, même si on ne peut pas tout, et notamment changer les personnes. Et ça peut s'apprendre, hein, ça peut se travailler, s'apprendre, s'expérimenter. On parle notamment, alors il y a des gestes techniques, hein, la délégation, qui peut s'apprendre avec des principes, c'est un cadeau, mais il faut structurer la délégation. Et puis, vous avez des compétences psychosociales, hein, l'écoute active, l'expression des émotions, qui est très important, et c'est pas forcément un sujet chez les professionnels de santé. Voilà, donc c'est très important de se préparer, de faire le point sur ses compétences justement, et notamment en management. Je peux vous recommander un livre, c'est Communiquer, manager en personne, de Kaller, K-A-H-L-E-R. C'est aussi choisir un mentor. Vous pouvez, ça c'est un très bon support. Se former évidemment, et puis éventuellement se faire accompagner, et puis de pas rester seul. Vous devenez en quelque sorte chef d'entreprise quand on est titulaire, en tête de pont, mais on peut ressentir aussi la solitude. Donc ça, c'est très important aussi de ne pas rester seul et d'échanger avec des pairs. D'où l'intérêt de Pharmacy Lounge. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu longue, mais… Non, toujours très intéressant, Sandrine. Et en plus, on a respecté le timing, donc on va conclure ce live. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre la conversation sur l'espace de 600 Phoenix sur la plateforme Pharmacy Lounge. Merci Sandrine encore une nouvelle fois pour cette participation. Merci Fabrice et l'équipe technique de Pharmacy Lounge pour avoir permis ce live. Merci et du coup, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des pauses déj. À bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.